Ma fiancée a dit, après notre mariage, tu aideras mon ex financièrement. Ça fait partie du contrat. Je n'ai pas discuté. D'accord. J'ai discrètement retiré un document d'un dossier qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire. Ce soir-là, elle a ouvert ses emails et s'est figée en lisant l'objet du message. Contenu, j'ai 34 ans, et je suis fiancé depuis 3 mois maintenant. Nous sortions ensemble depuis environ 2 ans avant que je ne la demande en mariage. Elle est directrice régionale pour une chaîne de magasins de détail. Je travaille dans la finance, comme conseiller en investissement. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs, lors d'un barbecue dans un jardin. Le courant est tout de suite passé, grâce à des blagues nulles et de la bonne bière. Les choses ont progressé tranquillement. Aucun signal d'alarme que j'ai pu voir, jusqu'à il y a environ 1 mois. Nous organisions le mariage, passant en revue les listes d'invités et les plans de table dans son appartement. Elle avait cet énorme classeur, rempli d'idées qu'elle collectionnait depuis avant même notre rencontre. Des rubans, des échantillons de couleurs, tout le tralala. Pour être honnête, j'étais surtout là pour hocher la tête et être d'accord. Puis, elle en est arrivée au tableur du budget. Alors, j'ai réfléchi à nos finances après le mariage, a-t-elle dit, en surlignant quelque chose sur son ordinateur portable. Oui, on devrait probablement s'asseoir avec mon conseiller financier, pour créer des comptes joints correctement. Justement, à ce sujet. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Le ton qu'elle a employé m'a fait lever les yeux de mon téléphone. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais mon ex-mari, celui dont j'ai divorcé il y a 3 ans? Oui, tu l'as mentionné. Eh bien, il a des difficultés financières. Il a perdu son travail il y a environ 6 mois, et il a du mal à trouver quelque chose dans son domaine. C'est nul, mais quel est le rapport avec nous? Elle a fermé son ordinateur portable, se tournant complètement vers moi. Quand nous avons divorcé, une partie de l'accord stipulait que je l'aiderais financièrement s'il rencontrait un jour des difficultés. C'était l'idée de son avocat. Il a dit que c'était juste, puisque je gagnais plus d'argent pendant le mariage. D'accord, mais vous êtes divorcés maintenant. C'est fini. L'accord n'expire pas. Il est permanent. J'ai cligné des yeux. Tu dois soutenir ton ex-mari de façon permanente. Seulement s'il en a besoin. Et en ce moment, il en a besoin. On parle de combien? Environ 1500 par mois, peut-être 2000 si son loyer augmente. J'ai posé mon téléphone. 2000 par mois pour ton ex-mari. Ce n'est pas tant que ça. C'est 24 000 par an. Ce n'est pas rien. Je sais, mais j'ai signé l'accord. Je dois le respecter. Tu l'as signé, pas moi. Elle a pris cet air. Celui qu'elle prend quand elle s'apprête à expliquer quelque chose comme si j'étais lent à la détente. Quand nous serons mariés, mes obligations deviendront tes obligations. C'est comme ça que le mariage fonctionne. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Tes dettes d'avant ne deviennent pas automatiquement les miennes, sauf si j'y consens. Mais tu vas y consentir, parce que tu m'aimes et que tu veux me soutenir. Te soutenir toi est différent de soutenir ton ex-mari. C'est la même chose. Ce qui m'affecte t'affecte aussi. Non, ce n'est vraiment pas la même chose. Elle a soupiré, fermant les yeux une seconde. Écoute, je savais que tu réagirais comme ça. C'est pour ça que j'ai attendu pour t'en parler. Mais ce n'est pas négociable. Après notre mariage, tu aideras mon ex financièrement. Ça fait partie du contrat. Je suis resté assis là, à la regarder. À vraiment la regarder, essayant de deviner si elle plaisantait, si c'était une sorte de test étrange. Mais elle était très sérieuse. D'accord, ai-je dit. Elle s'est redressée. Vraiment? Comme ça? Qu'est-ce que je suis censé dire d'autre? Tu viens de me dire que ce n'est pas négociable. Je veux dire, tu pourrais te disputer. Tu pourrais partir en claquant la porte. Tu pourrais. Est-ce que quoi que ce soit de tout ça changerait quelque chose? Non. Alors d'accord, je vais y réfléchir. Il n'y a rien à quoi réfléchir. J'ai dit, je vais y réfléchir. La conversation s'est terminée là. Je suis rentré chez moi ce soir-là, avec beaucoup de choses en tête. Je n'ai pas beaucoup dormi.
J'ai passé la majeure partie de la nuit à éplucher des documents que j'avais rassemblés pour notre mariage. Des documents financiers, des listes d'actifs, des choses que mon conseiller m'avait recommandé d'organiser. Et c'est là que je me suis souvenu de quelque chose qu'elle avait signé il y a environ 2 mois. Quand nous nous sommes fiancés, je lui avais demandé de signer un contrat de mariage. Elle avait d'abord résisté, disant que ce n'était pas romantique, que cela signifiait que je ne lui faisais pas confiance, mais j'avais expliqué que c'était une pratique courante dans mon domaine, que j'en signerais un aussi, et que c'était juste pour nous protéger tous les deux. Elle avait finalement accepté, mais seulement si son avocat pouvait le relire d'abord. J'ai dit, d'accord. Je l'ai envoyé à son avocat, et j'ai attendu 3 semaines pendant qu'ils étaient censés l'examiner. Son avocat est revenu avec quelques modifications mineures. Je les ai acceptées. Nous avons tous les deux signé. Le truc, c'est que je ne pense pas qu'elle l'ait jamais vraiment lu. Elle a fait confiance à son avocat pour s'en occuper. Elle a signé là où on lui a dit de signer, et c'était tout. Le contrat de mariage avait une clause assez standard sur les dettes et obligations prénuptiales. En gros, tout ce qu'elle devait avant le mariage restait à sa charge. Tout ce que je devais restait à ma charge. Nous partagerions les dépenses communes, mais les obligations individuelles restaient individuelles. Cela incluait son accord de soutenir son ex. J'ai sorti ma copie, je l'ai relue 3 fois pour m'assurer que je ne me trompais pas. Puis j'ai appelé mon avocat, un type que je connaissais depuis l'université. Salut, petite question sur le contrat de mariage que je t'ai demandé de rédiger. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? La clause sur les obligations prénuptiales, elle couvre bien les accords de pension alimentaire issus de mariages précédents, n'est-ce pas? Absolument. Si elle paie une pension alimentaire ou a des obligations financières d'un mariage précédent, celle-ci reste sa responsabilité. Vous êtes entièrement protégés. Et elle a signé ça? Oui, vous l'avez tous les deux signé il y a 8 semaines. C'est déposé et officiel. Est-ce que son avocat ne lui a pas expliqué ça? J'ai parlé directement avec son avocat, nous avons passé en revue chaque clause. Si elle n'a pas compris quelque chose, c'est entre elle et son avocat. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je suis resté assis là à réfléchir. Elle m'avait dit qu'aider son ex n'était pas négociable, que mes obligations incluaient les siennes. Mais légalement, elle avait déjà accepté que ce n'était pas vrai. Ce qui voulait dire que, soit elle avait oublié ce qu'elle avait signé, soit elle n'avait jamais pris la peine de le lire. Je devais tester quelque chose. Le lendemain, je suis retourné chez elle. Elle était de bonne humeur. Elle pensait probablement que j'avais simplement accepté la situation du soutien à son ex-mari. Salut, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, ai-je commencé. Et je veux voir le jugement de divorce. La partie concernant l'accord de soutien financier. Son visage a changé. Pourquoi? Parce que si je vais contribuer à ça, je veux comprendre les termes exacts. Tu n'as pas besoin de le voir. Si, j'en ai besoin. Tu me demandes de payer des milliers de dollars par an à ton ex-mari. Je pense que j'ai le droit de savoir à quoi je m'engage. Elle a hésité, puis a haussé les épaules. D'accord, je te l'enverrai plus tard. Tu peux me l'envoyer maintenant? J'ai le temps de le regarder. Je suis occupé là. Ça te prendra 2 secondes de transférer un email ou de prendre une photo du document. Pourquoi insistes-tu autant? Pourquoi es-tu si bizarre à l'idée de me le montrer? Nous nous sommes regardés fixement. Finalement, elle a attrapé son téléphone, a fait défiler ses emails et m'a transféré quelque chose. Je l'ai ouvert sur mon téléphone, j'ai lu le jugement de divorce, les termes de l'accord, et j'ai trouvé la section sur le soutien financier. Ce n'était pas permanent. C'était pour 5 ans, ou jusqu'à ce qu'il se remarie, selon la première éventualité. Le divorce datait de 3 ans, ce qui signifiait que cette obligation prenait fin dans 2 ans maximum. Ici, c'est écrit 5 ans, ai-je dit. Donc, tu m'as dit que c'était permanent. Ça pourrait tout aussi bien l'être. 2 ans de plus, c'est pratiquement permanent. Ce n'est pas ce que permanent veut dire. Tu cherches la petite bête. Et ça se termine s'il se marie. Il ne va pas se marier de sitôt. Comment le sais-tu? Parce que je le connais. Il n'est pas du genre à se jeter dans une autre relation. Mais toi, si. Tu te remaries. C'est différent. En quoi?
Elle a fermé son ordinateur portable. On peut ne pas faire ça maintenant? J'ai mal à la tête. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Oui, bien sûr. Repose-toi bien. Je suis parti. J'ai conduit un moment, en pensant qu'elle m'avait menti, ou du moins qu'elle avait arrangé la vérité pour que ça paraisse pire que ça ne l'était. Une obligation permanente contre 2 ans maximum. C'est une différence énorme. Et si elle avait menti à ce sujet, sur quoi d'autre avait-elle menti? J'ai commencé à mener mon enquête, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que je devais savoir à quoi j'avais vraiment affaire. D'abord, j'ai appelé un ami qui travaille au RH dans l'entreprise où son ex travaillait. J'ai posé des questions désinvoltes sur les recrutements dans ce secteur, s'il y avait beaucoup d'offres. Il a mentionné que, en fait, oui, ce secteur était en plein essor en ce moment. Beaucoup d'entreprises recrutaient. Pourquoi, tu connais quelqu'un qui cherche, a-t-il demandé. Peut-être, j'ai un ami dans ce domaine qui est au chômage. Dis-lui de m'envoyer son CV. On a 3 postes ouverts en ce moment. Donc, son ex était censé avoir du mal à trouver du travail dans un domaine qui recrutait activement. Intéressant. Ensuite, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai cherché son ex sur les réseaux sociaux. Je l'ai trouvé assez facilement. Son profil n'était pas privé, et il était rempli de photos des 6 derniers mois, le montrant dans des restaurants, des bars, à des concerts. Il n'avait pas l'air d'un gars en difficulté financière. Une photo d'il y a 2 semaines a attiré mon attention. Lui, avec une femme, les bras l'un autour de l'autre. La légende disait, 6 mois avec celle-ci. Ils avaient l'air plutôt proches. Donc, il avait une petite amie. Depuis 6 mois, ce qui signifiait qu'il n'était pas exactement seul et désespéré comme ma fiancée l'avait laissé entendre. J'ai fait des captures d'écran de tout, et je les ai enregistrées dans un dossier sur mon ordinateur. Ce soir-là, elle m'a appelé. Salut, je suis désolé pour tout à l'heure. Je sais que j'ai été bizarre avec toute cette histoire d'argent. C'est rien. Ce n'est pas rien. Tu as tout à fait le droit de poser des questions. J'aurais dû être plus franche dès le début. D'accord. Alors, je me disais qu'on pourrait peut-être prévoir un moment pour s'asseoir avec un planificateur financier, et établir un budget qui nous convienne à tous les deux. Bien sûr, ça me semble une bonne idée. Super. Je vais regarder nos agendas et t'envoyer quelques options. Parfait. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai raccroché et je n'ai absolument rien ressenti. Ça m'a fait plus peur que tout le reste. Il y a une semaine, j'aurais pensé ces mots. Maintenant, ils sonnaient juste comme des sons. Le lendemain matin, je lui ai envoyé un texto. Salut, question au hasard. Est-ce que ton ex a une petite amie? Elle a répondu 1 heure plus tard. Pourquoi tu demandes ça? Juste curieux. Tu as dit qu'il n'était pas du genre à se jeter dans des relations. Je ne suis pas au courant de sa vie privée. Mais tu en sais assez pour dire qu'il a besoin d'un soutien financier. C'est différent. Je connais sa situation professionnelle parce qu'il me le dit. Vous vous parlez encore de temps en temps? Juste des trucs de logistique. Quel genre de logistique? Est-ce que ça a de l'importance? Un peu. Oui. Si je contribue à ça, j'aimerais savoir pourquoi il ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Tu ne contribues pas. C'est moi. C'est mon obligation. Tu as dit que ce qui est à toi devient à moi quand on se marie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu as dit. Elle n'a pas répondu pendant 2 heures. Quand elle l'a fait, c'était juste « On peut en parler en personne ?» Bien sûr, quand? Ce soir. Viens vers 19h. Je suis arrivé à 19h. Elle avait déjà servi du vin, mis de la musique, essayant de créer une ambiance. Alors, je pense qu'on doit parler de nos attentes, a-t-elle commencé. Je suis d'accord. J'ai l'impression que tu as été très focalisé sur cette histoire d'argent, et je comprends, mais tu perds de vue la situation dans son ensemble. Quelle est la situation dans son ensemble? Nous, notre avenir, construire une vie ensemble. Et cette vie inclut le fait que je finance ton ex-mari. Elle inclut le fait que tu me soutiennes dans mes obligations. C'est ce que font les partenaires.
Les partenaires sont aussi honnêtes l'un envers l'autre. J'ai été honnête. Tu as dit que le soutien était permanent. Ce n'est pas le cas. Tu as dit qu'il avait du mal à trouver du travail. Son secteur recrute. Tu as dit qu'il n'était pas du genre à être en couple. Il a une petite amie depuis 6 mois. Son visage est devenu pâle. Comment sais-tu ça? Les réseaux sociaux. Tout est public. Tu l'espionnes? J'ai regardé son profil une fois. Ce n'est pas de l'espionnage. Tu n'as aucun droit. J'ai tout à fait le droit de savoir dans quoi je m'engage. Tu me demandes d'aider à soutenir quelqu'un. Je vais m'assurer que ce soutien est vraiment nécessaire. Il est nécessaire. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait qu'il se débrouille très bien. Et on dirait que tu m'as menti sur la situation. Elle s'est levée, a commencé à faire les 100 pas. C'est exactement pour ça que je ne voulais pas entrer dans les détails. Je savais que tu allais tout suranalyser. Vouloir des informations exactes, ce n'est pas suranalyser. Tu essaies de trouver des raisons pour ne pas l'aider. J'essaie de comprendre pourquoi tu t'investis autant pour aider un ex-mari qui semble se débrouiller très bien sans toi. Parce que j'ai pris un engagement. Un engagement qui se termine dans 2 ans, et probablement plus tôt s'il épouse sa petite amie. Il ne va pas l'épouser. Comment le sais-tu? Elle a arrêté de faire les 100 pas. Elle est restée là, et quelque chose dans son expression a changé. Oh mon Dieu, ai-je dit. Tu ne veux pas qu'il l'épouse. Ce n'est pas, tu es toujours accroché à lui. Pas du tout. Alors pourquoi tiens-tu tant à le soutenir? Pourquoi mentir sur les termes? Pourquoi mentir sur sa situation? Je n'ai pas menti. Si, absolument. Sur plusieurs choses, ce qui me fait penser qu'il ne s'agit pas vraiment d'honorer un accord de divorce. Il s'agit pour toi de vouloir rester connecté à lui. Elle s'est assise, le visage dans les mains. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. C'était mon premier amour, mon premier mariage, et j'ai tout gâché. Je l'ai trompé. On s'est séparés. Et j'ai passé 3 ans à me sentir coupable. Les paiements de soutien sont ma façon de me racheter. Donc, tu veux continuer à le payer par culpabilité? Oui. Et tu t'attends à ce que je contribue à tes paiements de culpabilité? Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Je me suis levé. Je vais y aller. Attends. J'ai besoin de réfléchir. Nous avons tous les deux besoin de réfléchir, parce que là, tout de suite, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Je suis parti avant qu'elle ne puisse protester. J'ai passé le week-end seul, juste à digérer tout ça. Lundi matin, j'ai rappelé mon avocat. J'ai besoin de connaître mes options. Est-ce que je peux annuler les fiançailles? Les fiançailles ne sont pas un contrat légal. Vous pouvez partir à tout moment. Le contrat de mariage n'a d'importance que si vous vous mariez vraiment. Et si je me marie, le contrat me protège entièrement de ses obligations. Mais honnêtement, mec, si tu as déjà ce genre de doute, peut-être ne te marie pas. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Tu veux que je rédige une lettre pour mettre fin officiellement aux fiançailles? Ce serait peut-être plus simple. Laisse-moi lui parler d'abord. Je suis allé à son appartement ce soir-là. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi, les yeux rouges et gonflés. Je suis désolé, a-t-elle dit immédiatement. D'avoir menti, de ne pas avoir été franche, pour tout. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi ce week-end à la raison pour laquelle j'ai été si bizarre à ce sujet. Et tu as raison. C'est en partie de la culpabilité, mais je pense aussi que j'ai utilisé les paiements comme une excuse pour rester en contact avec lui. Pourquoi? Parce que lâcher prise est difficile. Parce qu'admettre que le mariage est vraiment terminé est difficile. Et tant que je lui envoie de l'argent, tant que nous sommes encore connectés financièrement, ça ne semble pas complètement fini. Ce n'est pas sain. Je sais. Je suis une thérapie et ma thérapeute me dit la même chose, que j'ai besoin de tourner la page, que je dois le laisser partir complètement, mais je n'ai pas réussi à le faire. Et maintenant, tu veux que je fasse partie de ce dysfonctionnement. Je ne veux pas que tu fasses partie de quoi que ce soit. Je veux que tu sois mon mari. Je veux qu'on construise une vie. Mais je n'ai pas réglé mon passé,
et ça déteint sur notre avenir. Alors règle-le. J'essaie. Non, règle-le vraiment. Arrête les paiements. Coupe le contact. Passe à autre chose. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que j'ai signé un accord. Un accord qui dit que tu paies s'il en a besoin. En a-t-il besoin? Elle n'a pas répondu. D'après ce que je vois, il a un travail, une petite amie et une vie sociale bien remplie. Il n'est pas en difficulté. Tu lui envoies juste de l'argent parce que tu veux une excuse pour rester connecté. Peut-être. Probablement. Mais si j'arrête et qu'il en a vraiment besoin plus tard? Alors il pourra demander et tu pourras évaluer. Mais pour l'instant, tu donnes de l'argent, notre argent potentiel, sans aucune raison réelle. Elle a hoché lentement la tête. Tu as raison. Je sais que tu as raison. C'est juste que je ne sais pas comment lâcher prise. Commence par être honnête. Avec lui, avec toi-même, avec moi. D'accord. Je suis sérieux. Plus de mensonges, plus de demi-vérités. Si on veut que ça marche, j'ai besoin d'une honnêteté totale. Je te le promets. Elle était sincère. Je pouvais le voir. Mais je savais aussi que les promesses faites dans des moments d'émotion ne tiennent pas toujours. Je lui ai donné une semaine. Je lui ai dit que j'avais besoin de voir des actes, pas seulement des paroles. Elle devait soit arrêter les paiements, soit fournir une preuve légitime que son ex en avait vraiment besoin. 3 jours plus tard, elle l'a appelé, a mis le haut-parleur pour que je puisse entendre, et lui a dit qu'elle réévaluait les paiements, qu'elle avait besoin de connaître sa situation financière actuelle. Il a été confus au début, puis agacé. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance maintenant? Ça fait 3 ans que tu paies. Parce que je vais me marier et que mon fiancé veut comprendre nos obligations financières. Tes finances ne le regardent pas. En fait, si. Nous allons être mariés. Écoute, si tu veux arrêter de payer, dis-le simplement. As-tu besoin de l'argent? Silence. Sois honnête. En as-tu vraiment besoin, ou l'as-tu simplement pris parce qu'il était disponible? Plus de silence, puis, j'ai un nouveau travail depuis 4 mois. Il paie assez bien. J'ai mis tes versements sur un compte épargne. Je me disais que je l'utiliserais comme apport pour une maison, un jour. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. Donc, tu n'en as pas besoin, a-t-elle dit. Je veux dire, c'est agréable à avoir, mais... Mais tu n'en as pas besoin. Non, je suppose que non. Elle a pris une grande inspiration. Alors, j'arrête les paiements. Avec effet immédiat. Attends, et l'accord? L'accord dit que je te soutiens si tu en as besoin. Tu n'en as pas besoin. Donc, c'est terminé. Tu ne peux pas juste. Si, je peux, et c'est ce que je fais. J'espère que tout se passera bien avec ta petite amie. Elle a raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute. Comment te sens-tu? Ai-je demandé. Plus légère. Effrayée. Libre. C'est bien. Est-ce que c'est suffisant pour nous? J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. Je ne sais pas encore, mais c'est un début. Nous ne nous sommes pas mariés à la date prévue initialement. Nous avons repoussé le mariage de 6 mois. Nous avons utilisé ce temps pour suivre une thérapie de couple, pour vraiment creuser les problèmes de confiance et de communication. Cela fait 4 mois maintenant. Elle a été complètement transparente sur les finances, sur son passé, sur tout. Plus de secrets, plus de demi-vérités. Son ex a essayé de la contacter plusieurs fois. Elle n'a pas répondu. Finalement, il a arrêté. Nous avons fixé la nouvelle date du mariage au printemps prochain. Une cérémonie plus petite, moins chère, plus intime. Juste les gens qui comptent. J'ai 34 ans, toujours fiancé, toujours en train de trouver mes marques. Mais au moins, maintenant, nous les trouvons honnêtement. Et ce contrat de mariage, il est toujours en place. Elle l'a vraiment lu cette fois, a posé des questions, s'est assurée de comprendre chaque clause. La confiance prend du temps à se reconstruire, mais au moins, nous bâtissons sur la vérité maintenant, et non plus sur des mensonges, de la culpabilité et des affaires non classées.
Ça doit bien compter pour quelque chose.